dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au hard rock. J'ai un groupe à vous présenter, le groupe de ma génération, qui a marqué l'histoire du rock, de par son premier disque en tout cas. Le voici. Vous les aurez reconnus, les Guns N' Roses, album donc qui sort en 1987 à l'été. Tout là-bas aux États-Unis d'Amérique. Alors en France, on ne les connaît pas encore à ce moment-là, quand ils sortent ce disque, parce que alors c'est assez compliqué. Pour résumer, ce groupe alors ils ne sont pas californiens, à part Steven Adler, mais Axl Rose, le chanteur, et Izzy Stradlin, le guitariste rythmique, se connaissaient depuis l'enfance dans l'Indiana, et ils vont débarquer en fait à Los Angeles au tout début des années 80. Ils vont commencer à jammer dans différents groupes, et puis parallèlement à cela, vous avez Steven Adler et Slash qui se sont connus également tout petits. Ils étaient enfants. Et puis ils vont donc eux également jouer dans des différents groupes comme ça, dans des petits cafés-concerts à Los Angeles. Ils vont passer une annonce parce qu'ils cherchaient un bassiste à l'époque, ils vont rencontrer Duff, donc tous les trois commencent à tourner un petit peu dans différents groupes. Et puis donc Axl et Izzy tournent dans un groupe qui s'appelait les Hollywood Rose à l'époque. Et puis bon, ils vont tout simplement commencer à se croiser un petit peu dans ces cafés-concerts sur le Sunset Strip, ce célèbre boulevard à Los Angeles où il y avait beaucoup de clubs comme le Roxy, qui était très connu, le Rainbow, où débarquaient Led Zeppelin, Motorhead, tous ces groupes hard rock. Et ils vont commencer à jammer, et puis finalement, aux premiers essais, en fait, ils s'entendaient pas très bien, les mecs. Donc ils vont rapidement laisser tomber, ils feront 2-3 jams ensemble, et puis bon, ils laissent tomber parce qu'en fait, c'est pas qu'ils s'entendaient pas musicalement parlant, c'était humainement, au départ, ça passait pas très bien. Et puis, finalement, de fil en aiguille, ils se disent, mais putain, il y avait une graine, il y avait quelque chose à faire avec ces mecs, donc ils vont revenir ensemble. Et puis, ça se passe au tout début de l'année 1985. Voilà, on est en Californie, et ils vont faire des maquettes de démos, des cassettes, sur lesquelles ils s'enregistraient en fait en train de jammer sur leur première composition. Et puis ils vont faire parvenir cette bande à une fille, à l'époque qui s'appelait, je sais plus, son nom m'échappe, mais une manager, qui va écouter leur cassette démo, et elle va être super emballée par ces mecs. C'est les bad boys de l'époque. Slash n'était ni plus ni moins considéré par la suite comme le Jimmy Page des années 80. Mais voilà, en tout cas, très bon rock, alors très épuré, ils vont rien réinventer, c'est du hard rock. Très simple, très basique, mais alors très bien joué, avec des qualités au niveau des compositions vraiment excellentes. Ils savent jouer, ce ne sont pas forcément, pour les autres en tout cas, des virtuoses techniques d'une intensité folle, mais Slash en tout cas sortait des solos de sa guitare splendides, ce qui fait que ça va donner un petit peu ce charme côté bluesy à ce groupe, qui avait des influences assez punk, parce que Duff adorait le punk, Axl également, Izzy était très fan des Stones, Slash aussi bien sûr, comme les autres, mais voilà, tout ça, ça va être un mix, un peu un mélange de ces groupes qui ont bercé leur enfance à eux, puisque là encore une fois on est en 1987 quand ce premier disque sort, et on va sentir évidemment toutes les influences de Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Motorhead, le punk des Sex Pistols, des Damned, des Clash, tout ça va être mixé en fait à leur musique, et puis ça va donner quelque chose de vraiment sublime. Alors cet album est un album culte. Pourquoi? Parce que quand il sort en 87, il va se vendre uniquement aux États-Unis. En France, on ne connaît pas du tout ce disque. On va mettre beaucoup de temps à en entendre parler, puisqu'il se vend même pas très bien aux États-Unis, puisque les radios les censurent à l'époque. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'était quand même, les compositions sont excellentes, et ça reste, pour moi en tout cas, et pas que pour moi d'ailleurs, pour beaucoup de gens, ça reste un album mythique, majeur dans l'histoire du rock. Il est vraiment très épuré, c'est 2 guitares, basse, batterie, voix. Là, on n'est pas encore à l'époque de Use Your Illusion, j'y reviendrai tout à l'heure.
on est vraiment sur un album, voilà, c'est un peu comme, moi je le compare un petit peu, pas forcément musicalement, mais à un coup d'essai qui est devenu un coup de génie, un coup de maître, comme le premier album des Sex Pistols, le seul et unique d'ailleurs. Là, voilà, Appetite for Destruction des Guns N' Roses, c'est vraiment un album d'une intensité, d'une force, d'une violence, d'une rage. C'est très énervé et c'est en même temps très très bien joué, c'est très intelligent. C'est vraiment du très très bon rock, quoi. Alors voilà la bobine de ces mecs. Hein. Je les représente évidemment, Axl Rose, Izzy Stradlin, donc le chant Axl Rose, guitare rythmique Izzy Stradlin, Duff McKagan à la basse, Slash à la guitare solo et Steven Adler, le fabuleux premier batteur qui figure sur ce premier album. Parce que pourquoi un fabuleux batteur? Quand je dis ça, c'est parce que ce mec n'était pas un métronome pur, il jouait, c'était un petit peu bancal, mais voilà quoi, il jouait avec tout son cœur, le mec, il n'était pas mauvais du tout, mais il sera moins raide en tout cas que Matt Sorum qui arrivera après. Alors, ces mecs-là, en fait, bien nous, on va les découvrir que très très tard en France, parce que il faudra attendre une émission qui s'appelait Metal Express ou Rock Express, je ne sais plus, qui passait sur la 6. On était fin des années 80. Et moi, un soir, je vois Guns N' Roses à l'époque, il y avait le Télé 7 jours, qui était le programme télé, et on voit concert Guns N' Roses en Rock Express. Et on regarde tous ce concert, et là, moi, ça m'a scotché, quoi. J'avais 20 ans, voilà, c'était ma génération. C'était passé tout début de l'année, printemps 89, quelque chose comme ça. Et donc, ça a été une révélation pour moi. Quand j'ai vu ces mecs sur scène, c'était le concert du 2 février 1988, qui passait donc sur cette émission M6, et ils enregistraient ça c'était au Roxy à New York. Voilà. Donc, alors voilà, c'était la petite parenthèse. Voici la pochette à l'origine qui devait figurer en pochette tout simplement de présentation, hein, à la place de celui-ci, mais ça a été un petit peu censuré, parce que ça c'est la réédition, hein, en fait, que je vous présente là, c'est pas l'original de 87, c'est la réédition, avec un dessin, voilà, qui représentait un petit peu la destruction en tout genre, hein, d'où le nom du premier album, Appetite for Destruction. Et on voit une espèce de femme comme ça, à moitié violée par un robot. Alors évidemment, ça avait fait la polémique aux États-Unis, vous le savez, qui est un pays très puritain et en même temps d'une hypocrisie totale. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, qui avait censuré cette pochette pour ne pas qu'elle figure en première, en cover, tout simplement. Bon, voilà, donc ils l'ont mis à l'intérieur pour la réédition. Toujours Jeffen, voilà, derrière avec les crédits, les textes des chansons, les différents crédits, voilà, et ça se présente donc en album Black tout court, puisque moi j'ai acheté quand il est sorti, là il y a 2-3 ans, je l'avais en CD évidemment d'origine, mais voilà, sous Jeffen, sous le label Jeffen, en édition Back to Black, mais Back to Black, alors je peux vous dire, je ne peux pas faire la comparaison avec l'album d'origine parce que j'ai pas le vinyle, le premier vinyle d'origine qui était sorti, mais en tout cas j'ai pu faire la comparaison avec mon CD d'origine que j'avais acheté moi en 89-90 environ, alors que les Guns n'étaient même pas encore connus en France. Mais je peux vous dire que le son, en tout cas pour moi, pour mes oreilles, est bien meilleur que sur le CD de première génération que je possède. Donc voilà, quand il est sorti il y a 2 ans environ à 10 € à la Fnac, je l'ai chopé, je ne me suis pas posé de questions, hein, je l'avais uniquement en CD, donc je l'ai chopé en vinyle à 10 balles, voilà, et il sonne très bien. Alors je sais qu'il y a une version depuis qui est ressortie en maxi bonus avec des CD, je sais pas quoi, une espèce de coffret, je ne l'ai pas acheté, ça m'intéresse pas du tout. Moi ce qui m'intéresse c'est le cœur même de cette musique, de l'album. Donc voilà ce premier très grand disque, hein, pour moi, Guns N' Roses Appetite for Destruction, super album quoi, un des plus grands albums de rock de tous les temps, pour moi en tout cas. Et pas que pour moi d'ailleurs, hein, pour d'autres également quoi. Voilà, ça c'était donc leur premier album sorti en 87, mais voilà, en France, franchement, on les découvrira qu'avec ce fameux concert diffusé donc sur M6 en début 89, printemps-été 89. Ils sortent un deuxième album tout début, mais justement 89, et c'est avec celui-là que je vais le connaître, parce que
À l'époque, j'ai un oncle qui travaillait aux États-Unis et qui m'avait ramené des disques en CD, parce qu'à l'époque, on trouvait déjà plus quasiment de vinyle. Donc, il m'avait ramené ça en CD. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu les Guns N' Roses. Et avec la diffusion du concert, donc à la télé, à la même période, à ce fameux printemps 89. Et celui-là, donc, il est beaucoup plus, on le trouve plus rarement, je le vois jamais d'ailleurs, même en Fnac, il a toujours pas été, alors je sais pas, c'est une réédition pourtant, hein, pareil, de 2016, je pense, 2017, quelque chose comme ça. J'avais regardé sur Discogs les références, je crois que c'était noté 2016, 2017, un truc dans ces eaux-là. Alors celui-là, alors moi j'adore déjà la cover, le Lies, c'est leur deuxième album, mais c'est pas vraiment un album. Alors c'est un album, oui, mais voilà, le Live Like at Suicide, dessus figuraient donc 4 titres enregistrés en concert en 1986 et 4 autres titres qui seront enregistrés en 88, qui seront, on va dire, des titres semi-acoustiques électriques, avec une reprise de... alors, le titre m'échappe, mais c'était You're Crazy, pardon. Voilà, donc il sort toujours sous le label Geffen. Voilà, ça c'est la réédition que j'ai chopée, moi, c'est pareil, c'est le disque que j'ai acheté il y a 1 an ou 2 à peu près, quelque chose comme ça. Voilà, en réédition. Ils ont été nettoyés, hein, donc d'où leur brillance, hein, c'est normal. Je les ai passés en machine également. Parce que même les disques neufs, hein, il faut les passer en machine parce qu'ils sont pleins de résidus, de copeaux, de résidus de pochettes. Vous voyez, c'est pas une pochette antistatique, hein, c'est une pochette papier classique. Donc, surtout les neufs, il faut les laver. Et bien sûr, ils sont pleins de petits résidus d'usine, de choses comme ça. Donc, il faut toujours les laver également. Et donc, ce deuxième album est un album incontournable, hein, des Guns N' Roses, qu'on trouve beaucoup plus rarement, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été réédité chez Back to Black. Et c'est très dommage parce que c'est un album, évidemment, qui vaut son pesant d'or, hein, avec donc les 4 titres live de 86. Et donc, le voilà. Voilà, ça on le trouvait, donc ça avait été édité à 10 000 exemplaires, hein, à l'époque à peine, ça circulait en Californie, les premiers on va dire EP 4 titres, donc avec ce Live Like at Suicide. La pochette brille un petit peu parce que je suis en contre-jour, voilà. Donc dessus, vous avez Reckless Life, Nice Boys, Move to the City, une reprise de Mama King d'Aerosmith, qui était leur groupe phare. Je ferai une vidéo d'ailleurs également sur Aerosmith tantôt. Et puis voilà quoi, donc c'était vraiment les 4 titres live de ce premier EP qui était sorti en 86, mais édité à très peu d'exemplaires, donc personne n'a la chance de l'avoir vu en ses mains, en France en tout cas, et même aux États-Unis. Donc il y a que 10 000 personnes qui ont eu la chance d'avoir ce EP, 4 titres live, super, encore une fois du hard rock, très enragé quoi, hein. C'est bon les Guns, hein, franchement c'est super. Donc voilà pour ce fabuleux deuxième album en fait, qui est leur vrai deuxième album, hein. Voilà, Lies, sorti donc tout début 89, avec donc Liner Sleeve, donc, qui reprenait la photo de ces mecs, voilà, avec le look de l'époque, hein, milieu des années 80. On était en plein dedans, on était encore un peu dans ce glam rock où ils avaient été très influencés par Motley Crue, mais les Guns N' Roses, ils avaient ce truc en plus qui a fait qu'ils ont cartonné dans le monde entier par la suite, c'est que ils sont revenus au basique, quoi, au rock très épuré, et puis surtout super bien joué et très bien écrit, quoi, des très bonnes compositions. Et voilà, avec les petites photos censurées de l'époque, évidemment, hein, avec les super nanas, machin, tout ça. J'espère que YouTube va pas me censurer pour ce petit inner sleeve. En tout cas, voilà, c'était groupe rock. Alors, totalement, évidemment, dans la défonce, hein, les cams, l'alcool, c'est la dernière génération des rockers. Il faut bien se dire que ces mecs, c'est la dernière génération. Moi, c'est mes 20 ans. À l'époque, nous avons la chance d'avoir Guns N' Roses. En même temps, parallèlement à ça, toute la scène de Seattle, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, tous ces groupes, Red Hot Chili Peppers. J'ai la chance d'avoir fait partie de cette dernière génération de rock. Voilà, fin des années 80, début des années 90, avec voilà, ce fabuleux groupe Guns N' Roses qui va donc tout fracasser pendant 4-5 ans, quoi. Voilà, super groupe de hard rock, quoi.
Alors il va se passer, on est en 89, et puis le bouche à oreille commence à se faire sentir. Tout le monde commence à écouter ce groupe. Le passage donc sur cette émission du live au Ritz, pardon, pas au Roxy, au Ritz de New York, le 2 février 88, est très célèbre, très connu. Et c'est ce passage télé, en tout cas en France, qui va commencer à faire le bouche à oreille. Les gens vont commencer à en parler. Moi, je sais que très peu de gens, encore en 89, connaissent Guns N' Roses en France. Et donc, voilà, on entend ces mecs, on les voit, il n'y a que 2 disques disponibles. Hein, celui-ci et le précédent, le premier, Appetite for Destruction. Et on attend. Donc, le nouvel album de Guns N' Roses. Les mecs, ils se font désirer. Il faudra attendre septembre 1991. C'est-à-dire 2 ans plus tard, parce que Axl, voilà, voulait sortir vraiment quelque chose de sublime. Il voulait un petit peu être à la hauteur des Stones avec Exile on Main Street, faire un album comme ça, très riche, démesuré, égocentrique. Axl est ce qu'on appelle un maniaco-dépressif, un bipolaire, donc il va prendre beaucoup de temps, la tête gonfle beaucoup, les premiers albums se sont vendus maintenant à des millions d'exemplaires aux États-Unis, pas encore en France, hein, où ils ne sont pas encore très connus. Et puis septembre 91 va arriver, donc. Use Your Illusion 1, qu'on attend tous à l'époque. Moi j'étais parti après un apéro un petit peu éméché à Carrefour, à BAB2 à l'époque, et j'avais décollé l'étiquette d'une cassette de titres, parce que les CD étaient très chers à l'époque, ça coûtait 125 francs, quelque chose comme ça, 140 balles, et j'avais décollé l'étiquette d'une cassette de titres à 29 francs 90, en la collant sur le CD de Use Your Illusion 1, celui-ci, que je vous présente là en vinyle, et j'étais passé en caisse comme ça, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore de trucs pour lire au Pays Basque, donc j'étais passé comme ça en caisse. Alors c'est pas bien, mais je m'en fous complètement, c'était trop cher pour moi à l'époque de mettre 125, 130 francs dans un CD, donc j'avais décollé voilà, cette étiquette de cassette de titre à 30 balles pour la coller dessus, et c'était passé en caisse, donc super. Et donc là, j'ai racheté, c'est des souvenirs ça, hein, ouais, j'avais 20 ans, j'étais un peu fou, bon voilà, c'est normal. J'avais acheté donc, et là j'ai acheté donc il y a, je sais pas, il y a 1 an et demi, celui-là quand il est sorti en Back to Black. Alors ça sonne bien, je sais que les Back to Black, tout le monde en parle, ouais c'est nul, ça sonne mal, ça c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Bah, écoutez, je sais pas moi, les gens sur quoi ils tombent en Back to Black, parce que franchement, la comparaison entre ce vinyle-là Back to Black et mon CD d'origine, bah, je peux vous garantir que le CD d'origine, ça fait des années que je ne l'ai pas écouté. Hein. Je préfère de loin le son de celui-ci. Alors oui, je l'ai écouté une fois le CD pour comparer justement la différence de son entre mon vinyle maintenant et le CD d'origine. Ben, je peux vous dire que ça sonne mieux, quoi. Back to Black ou pas. Il y a eu des mauvaises séries sur les Back to Black, mais en tout cas pas sur celui-là, à mon sens. Et donc voilà, le fameux Use Your Illusion 1, qu'on attend en double album, ambitieux. Axl, alors il ne se déplie pas, c'est pas un gatefold, mais vous avez donc les 2 disques dedans, avec le recto verso ici, voilà, qui reprend exactement la même topographie que sur le CD, hein. C'est juste zoomé en plus grand. La qualité n'est pas trop mal, vous voyez, la qualité de l'image est bonne, hein, somme toute relativement bonne. Et ça se présente donc comme ceci, voilà, avec les photos qui reprenaient des photos intérieures donc, de l'album. Donc c'est les mêmes Geffen, hein, en disque noir classique, je ne vais pas vous les ressortir, je les ai sortis pour les premiers. Donc voilà, ça sort comme ceci, voilà, avec les photos. Et là c'est pareil, on a des titres, alors c'est un petit peu, quand on l'écoute, quand il sort, avec tous mes copains à l'époque évidemment, on se réunit à la maison, on écoute ça, on se dit ouais ça pourrait être le Appetite for Destruction 2, mais il y a du remplissage. Et oui, Axl commence à partir dans les délires, il rajoute du clavier, du sax, des chœurs, on n'est plus du tout sur un rock épuré, énervé comme sur Appetite. Là, oui, on arrive à... Je trouve qu'avec le recul, il vieillit bien, ils vieillissent très bien ces 2 volumes-là, parce qu'il y a le suivant que je vais vous présenter. C'est fantastique, moi je trouve, quand même. Au niveau des compositions, c'est très bien. Alors oui, il y a des slows, vous avez November Rain dessus, qui est très décrié, mais vous avez Don't Cry, qui est passé... qu'est-ce que vous voulez, à 20 ans, on n'entend que ça. Ils sont numéro 1 dans le monde entier avec la sortie de ce disque. Ils sont numéro 1 pendant des mois. Ils vont tourner dans le monde entier, partout. Ils passent à l'hippodrome de Vincennes à Paris.
J'ai la chance, moi, d'aller les voir à l'époque. C'est des souvenirs. Je vous passerai les détails. C'est pas racontable. Hein, c'est classé X. Mais voilà, quand on prend un pied ce jour-là à l'hippodrome de Vincennes à Paris pour aller les voir, on paye très cher la place, mais bon voilà, peu importe, c'est des souvenirs exceptionnels. J'en ris parce que je me souviens encore de la façon dont on a été en train du Pays Basque à Paris, enfin bon bref, super souvenir, et voilà quoi, grand disque avec le recul, grand disque. C'est le 1, et donc bien le 2 évidemment. La pochette est la même, sauf la couleur qui change. Le voici donc, toujours pareil, en presse back to black, mais ça sonne bien, il n'y a aucun souci. Voilà, avec les titres derrière, vous voyez. Voilà, donc on avait Civil War, dernier titre d'ailleurs, Civil War, où on entendra donc Steven Adler qui sera viré du groupe et remplacé par Matt Sorum, parce qu'il se défonçait trop à l'héroïne, il n'arrivait plus à rien faire en studio. Donc il le vire, et puis bon, pour prendre Matt Sorum, qui sera un batteur bûcheron un petit peu comme ça, très métronomique, très qui aura moins de charme que Steven Adler, je trouve, moi, personnellement. Mais bon, bref, ça reste un très bon disque, pareil, avec les photos. Voilà quoi. Voilà, qui était dans le CD à l'époque, mais là, le format, oui, vinyle, c'est quand même plus intéressant, hein. C'est plus grand, c'est plus agréable à regarder, c'est plus agréable à écouter également. Il y aura des participations d'Alice Cooper, de Sebastian Bach, qui jouait dans Skid Row, des célèbres groupes de hard rock que tout le monde connaît quand on est un peu spécialiste du hard. Donc voilà, septembre 91, Use Your Illusion 1 and 2 sortent, et c'est quasiment, c'est leur dernier album studio, puisque sortira ensuite Spaghetti Incident en 93, si mes souvenirs sont bons, de mémoire. Oui, je crois que c'était ça. Voilà, un album de reprise punk uniquement, donc moins intéressant que ces albums, et puis c'est tout, hein, c'en est tout pour la carrière de Guns N' Roses, hein. Ça se résume à ça, mais ce groupe a été un raz-de-marée pour toute la génération dont j'ai fait partie, puisqu'on avait à peu près 20 ans à cette époque-là, et donc voilà quoi, c'était vraiment un groupe avec Pearl Jam, encore une fois Nirvana, tout ça, c'était notre dernière génération rock. Il n'y en a plus derrière. Bon, il y a eu les White Stripes par la suite, des choses comme ça, mais c'était moins, on va dire, moins social. Les jeunes en 91, 92, tout le monde avait un t-shirt Guns N' Roses, ça a déferlé dans le monde entier, ça a été un raz-de-marée, et on n'a plus jamais vu ça depuis. Hein. Donc on attend toujours la relève qui arrive, avec quelques groupes d'ailleurs que je vais vous présenter très prochainement, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Notamment Greta Van Fleet, groupe de gamins américains qui ont été élevés au biberon Led Zeppelin, mais qui sortent des trucs pas mal, et c'est assez intéressant. Et pour finir, moi je vous présenterai cet album de Slash, double album, voilà, qui est sorti en 2014, je crois, ouais, 2014, que j'aime beaucoup. Slash avec Miles Kennedy au chant, voilà, qui ont fait ce double album comme ça, super, moi que j'ai adoré. Qui était à 15 balles à la Fnac, et je me suis pas privé de le prendre. Voilà. Super disque de hard rock, qui sonne très Guns. Ça pourrait être un truc, si c'était marqué aujourd'hui Guns N' Roses, personne n'y verrait que du feu, hein, parce que c'est vraiment, on sent dans l'influence de Slash, c'est vraiment du rock californien, encore une fois, très pur, là, très bon, avec de très bonnes compositions. Voilà, il est sorti en 2014, et je vous le recommande vivement, celui-là aussi, parce qu'il est vraiment très bon. Voilà. C'est tout pour la vinylographie de Guns N' Roses, la discographie de Guns N' Roses. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est vraiment un groupe qui a marqué une génération. Petite parenthèse, désolé pour le décor, j'ai pas encore fait les peintures chez moi, donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça. Donc désolé si le décor derrière moi est pas super top, mais voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo sur Guns N' Roses parce que c'est vraiment un groupe majeur marquant de sa génération, qui restera à mon avis gravé dans la pierre. On peut les mettre aux côtés, même si c'est moins créatif, moins inventifs que des groupes comme leur père, comme les gens qui les ont influencés, comme les Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, ce genre de trucs. Mais voilà, super groupe de rock, on ne va pas bouder notre plaisir, il y en a tellement peu des groupes de rock depuis 20-30 ans que voilà, les Guns ont fait partie en tout cas
des très très grands groupes de rock qui sont sortis à l'époque. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, à très très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que tout le monde se porte bien et encore merci pour votre fidélité à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait toujours énormément plaisir. Ciao ciao, à bientôt.